Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Je me présente, Benjamin Ingelard. Je suis avocat en droit public et j'anime ce podcast, le droit public en podcast. J'interviens avec mes confrères du cabinet sur les bureaux du cabinet qui sont situés à Paris, Lyon, Lille ou encore à Reims. Nous sommes compétents sur toute la France pour répondre à vos interrogations. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique en droit public et plus précisément en droit de la fonction publique avec un thème, le salaire du fonctionnaire. L'objectif de ce podcast d'une quinzaine de minutes, c'est vous indiquer réellement tout ce que vous devez savoir sur le salaire du fonctionnaire. En premier lieu, de quoi est composé votre salaire. On parlera de traitement indiciaire de base, indemnité de résidence, les suppléments familiaux, ainsi que NBI, primes et indemnités. On verra également quelles sont les cotisations sociales qui affectent votre salaire, le régime des retraites, le régime de retraite complémentaire, la CSG. Et enfin, en dernier lieu, vous verrez en quoi est-ce que nous pouvons éventuellement répondre à vos demandes et vous aider dans le cadre des interrogations que vous auriez sur le salaire dit du fonctionnaire, notamment parce que parfois il y a certaines précisions à apporter. Alors avant toute chose, le salaire du fonctionnaire, de l'agent public. Alors, comme l'indique le Code de la fonction publique, en tant que fonctionnaire, vous disposez bien entendu d'un droit de rémunération au même titre qu'un employé du secteur privé, notamment la notion de service fait. En réalité, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit cependant le montant fixe de la rémunération des agents publics en France. Si vous souhaitiez mieux comprendre le fonctionnement de ce régime salarial, je vous invite donc à écouter ce qui suit. Tout d'abord, de quoi est composé le salaire du fonctionnaire ? D'après le Code général de la fonction publique, l'agent public territorial a droit à un revenu mensuel après service fait. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure. Le salaire doit être service fait. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez exécuté les missions. Conformément à l'article L712-1 du Code général de la fonction publique, cette rémunération comprend en réalité 4 éléments fixes considérés comme obligatoires. Primo, le traitement indiciaire de base. Secondo, l'indemnité de résidence. Tertio, le supplément familial, le SFT. Et enfin, la nouvelle bonification indiciaire, le fameux NBI. À cela vont venir s'ajouter des éléments variables tels que des primes et indemnités complémentaires. C'est l'ensemble de ces différents éléments qui vont constituer ce qu'on appelle le salaire du fonctionnaire en France. Chacun de ces éléments va être fixé selon des critères spécifiques qui vont s'appuyer sur des textes législatifs extrêmement précis. Tout d'abord, on l'a vu, 4 éléments fixes obligatoires viennent composer le revenu mensuel. Le premier, c'est le traitement indiciaire de base. Le traitement indiciaire de base, ou le TIB. Le TIB, le traitement indiciaire de base, c'est le principal composant de la rémunération des agents du service public. Ce revenu de base varie en fonction d'une grille de points indiciaire, brute et majorée, établie selon le grade et l'échelon pour chaque poste occupé. Alors, dans son intégration, comme vous le savez, en tant qu'agent de la fonction publique, vous, en tant que fonctionnaire, vous allez débuter au premier échelon de votre poste avec souvent le grade le plus bas. Et chaque échelon va correspondre à un indice brut pouvant être majoré selon un barème défini par décret gouvernemental. Au cours de l'évolution de votre carrière, lorsque vous allez atteindre un nouvel échelon, par ancienneté ou par concours interne, vous allez alors pouvoir bénéficier d'un indice plus élevé. Depuis le 1er avril 2021, le barème d'indice appliqué pour les traitements de base est établi par la nouvelle version du décret du 23 décembre 1982, donc qui a été modifié en avril 2021. Alors, conformément à ce nouveau décret gouvernemental, qui vient modifier une disposition de près de 40 années, les points indiciaires bruts varient de 100 à 1027 selon les grades et échelons. Les indices majorés, quant à eux, varient de 203 à 83. Ce sont ces indices qui permettent de calculer les rémunérations de base qui correspondent aux différents grades et échelons. Vous l'avez compris, si vous souhaitez tout savoir sur le TIB, le traitement indiciaire de base, qui est la première composante de votre rémunération mensuelle, il convient de se reporter au décret du 23 décembre 1982 et au nouveau décret du 1er avril 2021.
Le second élément de constitution de votre salaire en tant qu'agent de la fonction publique, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle l'indemnité de résidence. Alors, qu'est-ce que l'indemnité de résidence ? En dehors du traitement de base, en tant qu'agent public, vous avez également le droit à une indemnité de résidence. C'est l'une des principales obligations salariales que l'administration publique doit assumer vis-à-vis de ses agents territoriaux ou étatiques. Ce qui veut dire que ça s'applique à la fonction publique territoriale et d'État. Ce complément est ajouté aux rémunérations des fonctionnaires dans l'objectif de les aider à amortir les variations du coût de la vie dans leur commune d'affectation. Ce montant va varier, comme vous en doutez, puisqu'on parle d'indemnité de résidence, en fonction de la zone géographique de la commune d'affectation. Vous avez 3 zones, la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Selon ces dispositions qui sont fixées par la loi, le complément salarial est égal à 3% de votre revenu de base pour les fonctionnaires qui sont affectés, par exemple, dans la zone de numéro 1. Si vous êtes un agent titulaire ou contractuel, puisque c'est s'applique au contractuel, et que vous êtes affecté en zone 2, vous avez une indemnité de résidence de 1% du montant total du traitement de base. Par contre, ce versement indemnitaire, par exemple, n'est pas rajouté au salaire des fonctionnaires affectés dans les zones dites numéro 3. Alors, pour savoir si vous êtes éligible ou non à cette prime, il faut consulter ce qu'on appelle le classement des zones d'indemnité de résidence qui sont publiées par le ministère de la fonction publique. Le troisième élément qui est constitutif de la rémunération mensuelle de l'agent public, on l'a vu tout à l'heure en guise d'introduction, c'est le supplément familial de traitement, le fameux SFT. Le supplément familial de traitement, c'est un complément salarial versé aux agents de la fonction publique au sens des prestations familiales. Ce SFT est accordé à tous les fonctionnaires titulaires ou contractuels qui ont au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Le montant de cette prime va varier en fonction du nombre d'enfants que vous avez, mais aussi de l'indice majoré correspondant à votre grade et à votre échelon. Plus votre indice majoré sera élevé, plus le montant du SFT dont vous bénéficiez sera important. Alors, comment obtenir ce supplément familial de traitement ? Très concrètement, c'est assez simple. Pour obtenir ce complément salarial, il faut envoyer une demande écrite à votre DRH, cette direction des ressources humaines, de votre bureau d'affectation. La DRH va donc vous indiquer, à réception de cette demande par LRR, les différentes pièces à fournir pour obtenir la SFT qui correspond à votre statut. Par exemple, dans une famille où les 2 parents sont fonctionnaires, le SFT, par contre, ne sera versé qu'à l'un d'entre eux. Le choix du bénéficiaire doit être effectué d'un commun accord par les parties et communiqué à l'administration compétente via une déclaration commune. Une fois acté et déclaré, vous ne pourrez plus modifier ce choix au bout d'1 an. Ce qui veut dire que si vous sollicitez le supplément familial de traitement, vous devrez attendre 1 an pour, par exemple, si vous souhaitez que ce soit votre conjoint plutôt que vous qui puisse en bénéficier. Le dernier élément qui constitue également la rémunération mensuelle du fonctionnaire d'agent public, c'est la fameuse NBI, la nouvelle bonification indiciaire qui donne lieu très souvent à beaucoup de recours puisque les critères d'attribution sont parfois un peu obscurs. Vous avez 2 critères, mais il arrive bien souvent qu'il y ait des recours puisque certaines, notamment collectivités, refusent de l'attribuer alors même que vous y avez droit. Alors, dans la fonction publique, d'abord, rappelons qu'il existe des emplois qui donnent droit à ce complément salarié très spécifique. Il s'agit des emplois qui principalement vont demander une technicité ou une compétence particulière. Si vous occupez un tel emploi dans la fonction publique, vous allez alors bénéficier d'un certain nombre de points d'indice supplémentaires. Ces derniers seront rajoutés à votre indice majoré global pour calculer le montant de votre revenu mensuel. On parle alors de la NBI, la nouvelle bonification indiciaire. Un agent qui est éligible à la NBI va recevoir son versement supplémentaire chaque mois pendant toute la durée de son affectation. Ce complément va venir donc s'ajouter aux autres rémunérations et ce, même pendant les périodes de congé. Congé annuel bonifié, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de maternité, congé de paternité ou de l'accueil de l'enfant. Donc la NBI va continuer à être affectée. Par contre, le versement de l'NBI va cesser si vous êtes démis de vos fonctions, et de même, bien entendu, dans le cas d'un congé pour invalidité temporaire.
Alors pour NBI, vous avez le critère organique, qui est celui des compétences effectuées, et le critère géographique, puisque vous allez être affecté à une zone. Il faut que ces deux critères soient retenus pour pouvoir en bénéficier. Donc ça, c'est quand même assez important de le souligner. Alors, outre la NBI, ce qui compose également votre rémunération, ce sont les primes et indemnités. Puisque votre salaire de base va être complété par certains versements supplémentaires mentionnés notamment sur votre bulletin de paie. Il s'agit des primes instituées par la loi, comme l'indique l'article L712-1 du Code général de la fonction publique, et ces dernières primes vont se décliner dans une grande multitude. Alors, on va vous présenter ici celles qui sont les plus connues parce que c'est extrêmement vaste. On ne peut pas reprendre toutes les primes, malheureusement, parce que c'est extrêmement vaste. Alors, tout d'abord, les primes indemnités du régime indemnitaire. Vous avez dans cette catégorie notamment les indemnités du RIFSEP, qui est le fameux régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel. Alors le RIFSEP, c'est un régime indemnitaire de référence qui s'applique aux 3 branches de la fonction publique en France, territoriale, hospitalière et étatique. Le RIFSEP permet aux fonctionnaires de bénéficier de 2 compléments sur le revenu. Il s'agit de l'IFSE, l'indemnité de fonction, de suggestion d'expertise, et du CIA, le complément indemnitaire annuel. Ces 2 primes ne dépendent pas des grilles indiciaires appliquées par les grades et les échelons. Vous avez également, on l'a vu tout à l'heure, l'IFSE, qui est une prime définie selon un niveau de responsabilité et d'expertise nécessaire dans l'emploi qui est occupé par vous en tant que fonctionnaire. Ce montant va être accordé dans le cadre de cette prime et il est fixé par arrêté ministériel. L'IFSE, donc, c'est le ministère qui, dans le cadre d'une décision, vient fixer son montant. Une fois accordée, cette prime va être réexaminée lorsque vous aurez des promotions avec des changements de grade ou de fonction. Vous avez enfin également le CIA, qui va quant à lui être une prime qui s'appuie sur l'engagement de l'agent et sa manière d'accomplir le travail qui lui est confié. Vous avez des critères d'attribution qui vont être évalués tous les ans lors de l'entretien professionnel annuel effectué avec votre supérieur hiérarchique. Lorsque cette évaluation professionnelle s'avère concluante, vous pouvez bénéficier du CIA. Alors dans les autres primes et indemnités, vous avez également l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, l'IHTS. Alors c'est quoi l'IHTS ? Eh bien, le travail effectué au-delà des heures réglementaires va donner lieu à des indemnités qui s'ajoutent au salaire. Ces compléments de revenus sont appelés indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'IHTS. Alors, c'est principalement accordé aux fonctionnaires de catégorie B et C, et ils ont pour but de rémunérer les heures de travail supplémentaires demandées par un supérieur hiérarchique direct. Ce complément va être calculé de différentes façons selon la plage horaire concernée et la journée réalisée. Les heures supplémentaires pour les 14 premières heures, les heures supplémentaires à partir de la 15e heure, puis de nuit entre 22h et 7h, et enfin les heures supplémentaires effectuées les dimanches ou les jours fériés. En général, le versement de l'IHTS est justifié par un système de contrôle automatisé des heures passées au travail. Toutefois, il est possible d'en bénéficier en faisant un décompte dit déclaratif. C'est une déclaration. Cette deuxième méthode est applicable pour les services de l'effectif qui peuvent prétendre l'IHTS et ça ne doit pas dépasser les 10 agents. De plus, le nombre d'heures supplémentaires totales pouvant être rémunéré, est fixé à 25 heures par mois et par poste. Alors c'est un plafond. Alors, ce plafond peut bien entendu être dépassé, mais pendant une durée limitée et dans des circonstances très particulières. Dans cette situation, bien c'est au superviseur ou au directeur direct d'en informer le comité technique le plus rapidement possible, puisque à titre exceptionnel, la limite mensuelle de 25 heures doit être normalement, si c'est global, fixée par arrêté ministériel. Les IFTS, enfin, les indemnités forfaits pour travaux supplémentaires, sont également considérés comme des compléments indemnitaires, vont être destinés aux fonctionnaires A et B, et vous pouvez en bénéficier notamment pour les emplois de l'administration centrale ou dans les collectivités territoriales. Alors, on vient de voir toutes les rémunérations et les primes. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle des cotisations sociales qui vont affecter votre salaire. C'est la dernière partie. Les cotisations sociales qui affectent le salaire du fonctionnaire. Quelles sont-elles ? Comme tous les employés, secteur public ou privé, en tant que fonctionnaire, vous êtes soumis à certaines charges sociales. Ces cotisations et contributions salariales, elles sont soustraites de votre revenu d'activité mensuel brut.
Elles sont déduites sur la base des taux et assiettes variables qui peuvent grimper ou réduire leur montant. Chacune d'entre elles possède un intérêt et une utilité spécifiques. Tout d'abord, vous avez la retraite dite de base. Le régime de retraite de base est un dispositif qui est mis en place pour garantir une pension de retraite du fonctionnaire étatique ou territorial. Ça va correspondre au premier niveau des pensions obligatoires pour les agents de la fonction publique. Cette cotisation, elle est versée à la Caisse nationale des retraites et des agents, la fameuse CNRACL, vers qui vous pouvez vous tourner lorsque vous avez des interrogations sur les sommes, notamment dues à votre retraite ou des projections de retraite. Elle peut également être versée auprès du service de retraite de l'État, le SRE. Le montant de la contribution est déduit principalement sur le salaire de base. Il s'élève à un taux de 11,10% du total traitement indiciaire plus la NBI. Ce taux de cotisation est appliqué depuis janvier 2020 et le même pour toutes les catégories de fonctionnaires, quel que soit le niveau de revenu. Il peut cependant être réévalué à la hausse ou à la baisse par décret ministériel. Outre le régime de retraite de base, vous avez les régimes de retraite complémentaires. Puisqu'en dehors de ce régime de base, comme on l'indique son nom, vous pouvez bénéficier d'une cotisation retraite supplémentaire qui n'est pas légalement obligatoire. Cette charge salariale va être soumise au régime de retraite complémentaire et se calcule sur le salaire de base. Donc on prend en considération les primes de résidence, l'AECFT et les primes et indemnités, donc tout ce qu'on vient de voir précédemment. La cotisation retraite complémentaire prend également en compte les avantages en nature dont vous bénéficiez en tant que fonctionnaire. Dans ce cas précis, elle s'applique dans une limite de 20% du montant du traitement de base brut qui vous est accordé. Depuis janvier 2022, cette cotisation représente 5% du montant total des compléments sur salaire. Elle est systématiquement versée sur votre compte auprès de la caisse additionnelle de la fonction publique, la RAFP. Également, en matière de prélèvement et de cotisation, vous avez la CSG qui est un revenu d'activité destiné à la protection sociale. Comme vous le voyez donc, c'est l'intégralité de votre revenu d'activité qui peut être soumise notamment à ces cotisations. Alors voilà un peu pour le panel global des composantes de votre salaire en tant qu'agent de la fonction publique et des cotisations obligatoires. C'est un domaine qui est vaste, varié et complexe. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des interrogations, bien entendu, sur ce sujet. Voilà pour ce podcast un peu technique, mais qui comprend beaucoup d'informations. Je vous laisse le soin entendu, comme d'habitude, de commenter ce podcast si vous avez des interrogations. Pour le reste, je vous dis à très bientôt et merci de votre attention.